Ce n'est pas sans lien avec l'analyse classique de Marx sur les paysans parcellaires, qui votèrent en masse Louis-Napoléon Bonaparte. Et Marx, je crois que c'est dans les luttes des classes en France, si je ne m'abuse, c'est un court passage, mais très célèbre en sociologie, a cette formule pour montrer qu'il ne pouvait pas se construire comme classe et que donc il déléguait d'une certaine façon l'expression de leurs difficultés à une sorte de sauveur suprême fantasmé, etc. Il a cette formule: ils étaient tous unis comme des pommes de terre dans un sac de pommes de terre, c'est-à-dire sans possibilité de se mélanger. Voilà la situation sur le marché du travail, enfin dans l'emploi plus exactement. Les concurrences dans l'emploi, les concurrences devrait-on dire dans et pour l'emploi, qui cassent tous les référents d'avant et qui autorisent évidemment ce chacun pour soi, cette guerre des proches contre les plus proches, cette guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux, qui alimente les votes Front National. Ce qui se passe au travail se trouve renforcé sur les territoires, pourrait-on dire, dans des conflits de voisinage. Et c'est mon second point pour expliquer d'une certaine façon le vote Front National. Nous avons, nous, travaillé, on pourrait le faire sur d'autres territoires, mais nous avons travaillé dans l'ouvrage sur 3 territoires assez différents, même très différents, parce que, par exemple, sur le dernier, vous allez voir où progresse le Front National le plus maximalement, dans le rural pauvre, que je connais bien, parce que j'y vis. Et de fait, mon voisin vote Front National, oui, c'est vrai, quand j'ouvre ma fenêtre, d'ailleurs, je ne l'ouvre plus, celle-ci, je vois un drapeau français. Ce qui n'est pas spontanément, j'allais dire, mon kiff, puisque pour moi, le drapeau français, c'est aussi le drapeau des massacres coloniaux, c'est aussi le drapeau des boucheries dans les tranchées, c'est aussi le drapeau des gendarmes qui chargent les grévistes, c'est aussi, etc. Donc spontanément, oui, bon, ça m'agresse un peu, donc je n'ouvre plus cette fenêtre. Au départ, j'ai cru que c'était parce que c'était la Coupe d'Europe de foot. Alors je me suis dit, bon, ouais. Mais non seulement il ne l'a pas enlevé, mais il y en a maintenant partout. Hein. Il n'y a pas un village en Picardie, dans toute la zone, enfin dans l'Aisne, hein, il n'y a pas un village dans l'Aisne où vous ne rencontriez pas 2 choses, enfin plus, j'y reviendrai, des drapeaux français à foison aux fenêtres, ce qui n'existait pas auparavant. Hein. Et puis également, alors qu'il n'y a pas de cambriolage, très très peu, hein, à l'entrée de chaque village, voisins vigilants. Voisins vigilants avec un iris bleu clair qui vous observe. Pourquoi? Mais tout ceci, évidemment, contribue à entretenir un certain climat. Je reviens sans m'évader davantage sur les 3 territoires que nous avons travaillés et qui montrent que le Front National obéit le vote Front National obéit dans sa production à des causes très différentes. Premier territoire, les quartiers sensibles, les zones HLM, les quartiers dits sensibles, les zones HLM, etc. Où là, un certain nombre de familles, fractions élevées, moyennes, du monde ouvrier, des employés, vote Front National. Ce sont des familles qui, hier, s'en tiraient, ou espéraient s'en tirer, avaient de bonnes chances de s'en tirer, pensaient qu'elles pouvaient s'en tirer, qu'elles pouvaient se tirer d'abord du quartier, à un moment donné, elles ou leurs enfants, tout au moins, ça c'est sûr. Elles pouvaient s'en tirer, elles pouvaient épargner et boucler leur mois globalement, et qui se sont vues avec les modernisations libérales dont je parlais, etc., tout à l'heure, qui se sont vus dans leurs conditions d'existence les plus concrètes, avec un chômage qui dure, avec une compression des revenus qui ne cesse pas, avec l'échec scolaire des enfants qui continue, avec la dégradation des HLM
qui auparavant l'étaient moins, mais qui le sont de plus en plus, faute de dotation, notamment par exemple pour les bailleurs sociaux, mais aussi pour les collectivités territoriales. Ce sont des familles qui hier espéraient s'en tirer et qui se voient aujourd'hui de plus en plus rapprochées de ceux et de celles dont ils s'estimaient auparavant éloignés, qui étaient, entre guillemets, plus bas qu'eux. Il y avait les gens bien, nous, et puis les autres. Et puis tout nous rapproche des autres. Tout, objectivement, tout. D'où l'hypothèse que nous formulons, mais étayée sur de nombreux entretiens, que dans ce cas, le vote Le Pen, qui est un vote Le Pen important malgré tout, qui reste important, même s'il a pu récemment, dans certaines cités, être concurrencé par le vote Mélenchon, mais qui reste important. L'idée que ce vote est une sorte de conjuration de la hantise d'une dégringolade sociale qui permet symboliquement, comme par magie, conjuration, qui permet symboliquement de s'écarter des plus bas que soi, auxquels, de plus en plus, on s'en va ressembler. Ce vote est un vote, comme l'explique bien par exemple Gérard Mauger dans le livre, de revendication de respectabilité morale. Nous, on n'est quand même pas comme ça. Et nous, on ne va pas le devenir. Et nous, etc., etc. Alors tout ça, ça vive avec plein de choses. Ça vive avec le fait, par exemple, que, oui, dans un certain nombre de cas, dans les familles immigrées, il y a plus d'enfants que dans les familles françaises, ce qui est classique. Et ensuite, il y en a moins sur l'évolution de la fécondité. Et donc que les enfants sont dehors. Et que les enfants qui sont dehors font du bruit. Et que les enfants qui sont dehors font du bruit, font du scooter, et font des etc. Bien. D'où l'idée, et notamment parmi les plus anciens, pour lesquels parfois c'est pénible d'entendre du bruit, il faut bien l'avouer, qu'ils salissent tout, qu'ils cassent tout, etc., etc. Il y a des formes d'éducation qui sont ici côte à côte, et qui étaient des formes d'éducation qu'on a toujours retrouvées dans les milieux populaires, anciennement, et qui se trouvent ici en conflit, etc., etc. Tout ceci est avivé par de menus détails, de menus conflits. Mais l'idée, c'est se distinguer. Le vote Le Pen est aussi un vote de distinction. On n'est pas comme ça, nous, monsieur, ou on n'est pas comme ça, nous, madame. On est pauvres, mais dignes. On est pauvres, mais français. C'est le premier terrain sur lequel nous avons travaillé. Second terrain sur lequel nous avons travaillé, qui est moins étudié, de loin, ce sont les zones pavillonnaires, le périurbain. Dans les zones pavillonnaires, de plus en plus d'agents de maîtrise, de techniciens, votent et ont voté Le Pen récemment. Pourquoi ? Alors, ce qui est montré là, ce que je vais vous dire là, contredit totalement la thèse de ce livre qui fait grand bruit médiatique, mais qui sociologiquement, à notre avis, est tout à fait contestable, l'idée d'une France périphérique. Au nom de quoi elle serait périphérique ? Et puis qui viendrait dire que tout procède du déclassement social. Le vote Le Pen est un vote de déclassement social. Bon, c'est faux, hein, la preuve par les zones pavillonnaires. Dans les zones pavillonnaires sont là, et votent Le Pen, là, des personnes qui connaissent une petite promotion professionnelle. Une petite, mais une promotion professionnelle. Une petite promotion sociale. Seulement, ils voient cette promotion sociale d'une certaine façon soit ralentie, soit cette promotion sociale les plaçait dans plein de porte-à-faux qu'ils ne savaient pas nécessairement anticiper. Plein de porte-à-faux. Hier, c'était les premiers des ouvriers. Ils sont devenus, et ils le resteront, les derniers des cadres. Hier, leur savoir-faire était valorisé, c'était les meilleurs. Aujourd'hui, ils sont affrontés dans l'encadrement à des managers, gestionnaires, l'œil rivé sur les comptes, qui les brident, qui les briment, qui n'ont pour eux aucune estime. Hier, comme meilleurs des ouvriers, ils étaient d'une certaine façon moins exposés que d'autres au chômage, nettement moins. Aujourd'hui, ils se découvrent comme petits cadres
pourrait-on dire, tout aussi exposés au chômage que tout le monde. Hier, ils voyaient leurs revenus augmenter petit à petit, mais un petit peu, mais augmenter. Désormais, leurs revenus stagnent. Mais les crédits qu'ils ont contractés au moment où leurs revenus augmentaient, eux, continuent. Et notamment, par exemple, les crédits pour la maison. Ils sont propriétaires, mais ils sont propriétaires qu'en façade, comme la plupart des propriétaires, puisque c'est la banque qui est propriétaire. Ils espéraient que leurs enfants réussiraient. Mais leurs enfants manquent de l'héritage en capital culturel qui leur ferait réussir autant que les enfants des voisins de pavillon depuis plus longtemps dans la classe moyenne qu'eux. Donc voilà des personnes sur de la petite promotion sociale, mais qui sont affrontées à tous les porte-à-faux de la petite promotion sociale et qui ont voté à droite, et qui ont voté à gauche, et qui ont voté à droite, et qui ont voté à gauche, sans avoir le sentiment que rien ne change. Le vote Le Pen, là, exprime les exaspérations mêlées liées à tous ces porte-à-faux, des exaspérations mêlées envers toutes les personnes qu'il côtoie, très différentes, et qui les placent dans ces porte-à-faux. Et non pas simplement, comme c'était le cas dans le premier exemple, d'une sorte de distinction vis-à-vis des immigrés ou de plus bas que soi. Et puis enfin, il y a le dernier cas, je ne vais pas être beaucoup plus long puisqu'il a été assez décrit dans le Monde Diplo notamment, sur le rural pauvre, mais qui est très peu analysé, le rural pauvre. Très peu de gens viennent dans l'Aisne, je vous assure. Ils vont plutôt, je ne sais pas moi, Dordogne, le Périgord, et ne se rendent pas compte, sans misérabilisme, de ce qu'est la situation là-bas. Alors là, il n'y a pas un immigré. Donc, lier Front National et présence d'immigrés a juste aucun sens. D'autant que il n'y en a pas un, mais il n'y en a jamais eu. Très rarement, parce que c'était de la petite industrie, il y avait... bon voilà, donc c'était essentiellement une main-d'œuvre locale. Quelle est la situation alors? La situation, c'est celle d'un monde en déclin, où d'ailleurs ceux qui peuvent s'en aller s'en vont, et donc ne restent que ceux qui ne peuvent pas s'en aller. Et beaucoup de personnes âgées notamment. C'est pourquoi d'ailleurs il y a tant de maisons à vendre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, bien sûr. Et donc on vend les maisons qui souvent ne trouvent pas beaucoup preneurs. C'est un monde donc où il n'y a plus ni bureau de poste, ni école, notamment les classes de primaire qui ferment, ni médecins, quand les médecins ferment, ils ne sont pas remplacés, ni pharmacie. Les magasins sont clos. Je ne suis pas très curé, mais les églises ferment également. Je ne suis pas très majorette, mais les sociétés de majorette ferment également. De même que je ne suis pas non plus très chasse, pêche, nature et tradition, mais les sociétés de chasse comme de pêche ferment également. Les fanfares peinent à se renouveler. Ça peut nous sembler ridicule, toutes ces histoires-là. Mais c'était des lieux d'entre-soi populaire. Des lieux qui généraient et où se construisait quoi? De l'estime de soi-même, une identité de soi-même et de la réputation locale. Mais de la réputation locale, dans un lieu où tout le monde connaît tout le monde et où on y passera toute sa vie. C'est absolument fondamental. Et tous ces lieux n'existent plus. Les gens restent impuissants dans un monde alvéolaire où personne ne peut plus soutenir personne. Les anciens, pas les plus jeunes, faute de moyens. Les plus jeunes, pas les anciens, faute de moyens. Un monde où les partis de gauche n'ont plus d'ancrage populaire, où bien sûr ne se pense pas, je le disais tout à l'heure, de l'identité de classe. Et qu'est-ce qui reste alors comme identité
pour soi-même, positive, disponible. Il reste ce qu'on entend dans les meetings du Front National. Je suis français. Français, on est chez nous. Même si dans ces territoires, il n'y a pas d'immigrés, mais par contre, là, pour le coup, joue à plein la guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux, dont je parlais à l'instant, où l'on dénonce, combien d'entretiens avons-nous eu là-dessus, où l'on dénonce les cassos, ceux qui vivent des allocs, ceux qu'on traite même de bougnoules blancs. Même si celui qui dit cela ou celle qui dit cela vit également des allocs, et vit peut-être tout autant des allocs que le cassos qu'elle dénonce. Ces univers désindustrialisés, Marine Le Pen fait là 70 à 75% des voix. Et si rien n'est fait, il n'y a évidemment aucune espèce de raison pour que cela change. Pour m'acheminer vers ma conclusion, je suis quand même contraint de dire que, en sciences politiques, comment définit-on généralement les votes? On dit les votes, c'est la rencontre entre, d'une part des goûts et des dégoûts sociaux liés à des histoires sociales, d'une part, des goûts et des dégoûts sociaux liés à des histoires sociales, et d'autre part, la rencontre, et d'autre part, entre la structure d'une offre politique. La structure d'une offre politique. Si on examine la structure de l'offre politique, on est bien amené à considérer que, oui, bien sûr, le Front National a été rendu possible ces dernières années par la transformation du champ politique. Et quand, par exemple, comme ce fut le cas à Matignon, par exemple sous Valls, Matignon devint la place Beauvau, devint le ministère de l'Intérieur. Je pourrais là-dessus m'étendre longuement, c'est assez facile à démontrer, et y compris nominalement sur les gens qui composaient la garde rapprochée du Premier ministre, et qui tous, hier, n'étaient même pas vicomtes dans la noblesse d'État libéral, et qui, grâce à Beauvau, sont devenus des ducs d'État. Donc ils doivent à Beauvau tout, à l'intérieur tout, aux recettes de l'intérieur tout. Manuel Valls fut au gouvernement un Premier ministre à l'autorité extrêmement faible, quoiqu'il fût recruté pour l'inverse. Mais si vous regardez bien, durant tout son exercice, il n'a cessé d'être contesté par des ministres puissants. Il en a mis certains dehors, Montebourg, Hamon, d'autres, et puis d'autres il n'a pas pu. Macron, il n'a pas pu. Et puis Ségolène Royal, il n'a pas pu. Et puis, etc. Il n'a cessé. Il a été contesté par des ministres puissants, il a été contesté par le Parti socialiste en permanence, il a été contesté ensuite par la rue. Ce fut un Premier ministre à l'autorité faible, au coup de menton facile, sans cesse obligé de réaffirmer son autorité, via le 49.3 notamment, mais dans les faits, à l'autorité faible. Et ce qu'ont fait ses conseillers, devant cette autorité faible, c'est de ramener à peu près toutes les interventions de Valls, enfin beaucoup de ces interventions, à quoi? À l'ordre, à tout ce qui permet de dire « je suis quand même malgré tout l'homme d'ordre ». Et donc, entre autres choses, bien sûr à la prolongation de l'état d'urgence, dont on peut discuter le bien fondé, à la déchéance de la nationalité, dont on peut discuter évidemment le bien fondé, mais aussi également à chaque intervention de presse, à l'agitation de la menace islamiste sur la laïcité, concernant notre identité, le voile à l'université, le burkini ici, des menaces pour la République, le burkini sur les plages, 10 cas. Mais tout ceci a constitué néanmoins autant de publicité gratuite pour le Front National. D'autant que les Républicains, dans cette concurrence qu'est le jeu politique classique, en rajoutèrent, et que tous les leitmotivs, notamment les leitmotivs anti-musulmans du Front National, s'en sont trouvés puissamment légitimés.
Donc, cette droitisation de, pourrait-on dire, l'offre politique, des partis, du champ politique, qu'importe, a aussi fortement contribué à faire que, oui, est audible un message du Front National qui auparavant semblait lunaire. Il est d'autant plus audible que si vous écoutez ce que dit Laurent Wauquiez, entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, il y a une feuille de papier à cigarette, hein. Vraiment. Et d'ailleurs, on peut même se demander lequel est le plus à droite, y compris en tout domaine, des deux. Donc oui, ce déplacement du champ politique vers la droite a aussi contribué, bien sûr, au développement du Front National, à sa légitimation électorale, à faire en sorte que ce devienne un parti sans cesse, enfin, sans doute marginal, mais sans cesse plus normal. Et ce mouvement va se poursuivre, bien sûr, puisque, d'évidence, il serait d'intelligence politique pour Marine Le Pen que de réformer puissamment, y compris même le nom de son mouvement, de façon à l'enlever de ses origines, entre guillemets, nauséeuses, et à pouvoir enfin incarner une droite souverainiste plus présentable. Je voudrais donc terminer d'abord en posant une question, ensuite en osant une suggestion. D'abord cette question, qui est responsable du vote Front National? Est-ce ceux qui votent Front National? Comme spontanément, on aurait tendance à le dire, en les pointant du doigt. C'est beauf, c'est imbéciles, c'est sexiste, c'est raciste, c'est xénophobe, bref, ces monstres sociaux qui, quand on les connaît, sont des gens pas nécessairement monstrueux et qui, d'ailleurs, développent parfois plein d'actions de solidarité. Pas toujours, mais des fois. Comme partout, je serais tenté de le dire. Je vois mon voisin, là, qui vote Front National. Le mec est un type extrêmement chaleureux. D'ailleurs, il vote plus Front National, mais enfin, est un type extrêmement chaleureux qui collecte des jouets, des vêtements, qui fait de la solidarité, qui a le cœur sur la main. C'est peut-être d'ailleurs des gestes aussi politiques que ce geste politique sanctifié comme tel qui consiste à voter, hein, que d'assurer de la solidarité pratique entre les personnes. Parce que qui le fait? Mais enfin, la question est, qui est responsable des votes Front National? Sont ceux qui votent Front National ou bien ceux qui ont créé toutes les conditions depuis des années pour que les votes Front National deviennent, pour certaines populations abandonnées, des formes de solutions, ou l'impression qu'il s'agit là d'une solution. Ceux qui, depuis des années, organisent, oui, je le disais, les modernisations libérales qui cassent tout. La crainte, bien sûr, c'est que celle-ci continue, ce qui est probable, et qu'ainsi, effectivement, le Front National aura été empêché par bonheur en 2017, mais en 2022, il reviendra par la porte s'il n'a pas pu passer par la fenêtre. Alors, je terminerai par la suggestion que nous portons sur la façon de lutter contre les votes Front National, qui peut paraître une fantaisie, mais qui est loin de l'être, je le crois, enfin, qui est paru... mais bon, je ne sais pas si c'était une bonne journée, parce que je ne sais pas si les bureaux de vote, non, les bureaux de vote étaient fermés, mais les bureaux de tabac ou de presse étaient tellement ouverts ce jour-là, qui est paru dans Libération le lundi 8 mai, et que nous avons co-signé avec Jérôme Bourdieu, avec Jacques Bidet, philosophe, et Christine Delphi, théoricienne féministe, et aussi, entre autres, avec
Robert Guédiguian, qui est le cinéaste que vous connaissez, et qui dit contre le Front National des apéros. Contre le Front National des apéros. Lançons un mouvement qui sera un mouvement d'apéro. Ça peut apparaître bête, une fantaisie, pas à la hauteur, même pas à la hauteur de l'enjeu, pas à la hauteur de... Et nous croyons pourtant que, et le 1er juillet, une rencontre nationale sera organisée en ce sens, et nous croyons pourtant qu'il s'agit d'une initiative extrêmement importante. Pourquoi ? Et dans la droite ligne de toute l'analyse que l'on vient de développer. Pourquoi ? Car le vote Front National provient de la crise de l'entre-soi en milieu populaire. Pour aller vite. Au travail ou dans les lieux d'habitation. Nous proposons de développer une reconstruction des lieux d'entre-soi en milieu populaire. C'est un travail de très longue haleine. Nous voulons le développer sur 5 ans. Nous voulons le développer en continu. Nous voulons le développer dans les entreprises, dans les quartiers, dans les facs. J'ai fait beaucoup d'amphis sur le livre, etc. Les étudiants sont assez d'accord avec l'idée d'organiser des apéros. Dans les villages, dans les familles élargies, avec l'idée que ces apéros, évidemment, ne soient pas simplement on va boire du Ricard, un cubi de rosé ou un verre de Bourgogne, mais aussi du thé, bien sûr, mais aussi on peut manger du couscous, mais aussi on peut avoir des loukoums, mais aussi on peut, de façon à ce que ce soit évidemment très mélangé. Mais que dans ces lieux, oui, se reconstruiront le sentiment d'être écouté, le sentiment d'être reconnu pour des gens qui sont sans cesse méprisés. Oui, dans ces lieux fonctionneront comme point de départ. Point de départ de quoi ? Point de départ d'entraide concrète entre voisins, de prêt d'outils. Ça se fait beaucoup à la campagne. De prêt d'outils, de jardins partagés. J'étais à Lille l'autre fois, on me disait ça. De jardins partagés, par exemple. D'aide juridique, d'aide administrative. Ce seront des points de départ. D'amour improbable, pourquoi pas ? Mais souvent, il suffit de très peu pour que bouge un vote. Ou d'amitié, ou de partie de foot, ou de partie de... etc. Et que de ces lieux qui fonctionneront comme point de départ, alors oui, se retissera quoi ? L'idée que nos soucis, nos difficultés, nos peines à exister, on peut en parler, celle de mon voisin, tiens, elle est la même que la mienne. Elle est la même que la mienne, mais pourquoi ? Parce que les mécanismes qui la constituent sont identiques. Et donc, sortira de ces apéros, de façon plus ou moins formalisée, pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, par bribes, peu importe, sortira l'idée que nous vivons la même chose, l'idée que les vrais clivages ne sont pas patriotiques et ethno-raciales, l'idée que oui, les situations que nous vivons ne sont pas sans cause, l'idée que d'autres solutions sont possibles si l'on s'y met ensemble, etc. Pour nous, cette histoire n'est pas une fantaisie, pour nous c'est un combat social. Et c'est même un combat social rapproché, comme une lutte, un combat rapproché, au plus près de ceux qui votent Front National. Parce qu'en règle générale, nous autres, et en premier titre moi, sans doute, on est bien confortable quand même, il faut bien se l'avouer, à condamner de loin. Mais quand est-ce qu'on va s'y coller pour connaître les gens ?
Quand est-ce qu'on va s'y coller pour essayer de faire changer, comme disait Bourdieu, la politique, c'est une vision des divisions du monde. Quand est-ce qu'on va s'y coller pour changer leur vision des divisions pertinentes du monde? En réalité, jamais. Nous voulons y aller. Nous voulons non plus faire des mobilisations antiracistes ou antifascistes entre nous, qui ne seront que des repoussoirs pour les gens qui votent Front National, mais aller au côte à côte pour pouvoir d'abord comprendre leurs raisons, qui sont puissantes socialement, et ensuite, à partir de cette compréhension, bien sûr, développer des solutions ou des positions alternatives. Est-ce que cela sera possible? Est-ce que cela se fera directement? Certainement, ce sera très compliqué. Est-ce que cela se fera directement? Non. Pourquoi des apéros dans les facs? Les facs sont assez homogènes socialement, et je m'en tiendrai peut-être là. Les facs sont assez... Parce que moi, beaucoup d'étudiants m'ont dit, mais moi, quand je rentre dans ma famille, ben ouais, j'ai tel oncle, tel... ouais, il vote Front National, il le dit, etc. Et donc, il faudrait qu'on puisse en parler quand même. Je pense beaucoup que, de façon indirecte, ainsi, par ce qui peut sembler vraiment minuscule, des apéros, quoi de plus minuscule, nous pourrons avoir cet effet majuscule de la repolitisation en milieu populaire. Est-ce la seule voie? Non. Il y en a certainement 3 autres. Reconstruire des partis de gauche avec un ancrage solide parmi les ouvriers et les employés. Sera-ce chose rapide? Non, ce sera long. Resyndicaliser, ce sera long. Développer des luttes sociales, notamment contre les projets Macron, c'est possible, mais... Et puis, il y a ce qu'on peut faire, nous. Non pas nous chacun, mais nous ensemble. Est-ce que on va essayer d'organiser, de phosphorer, j'allais dire ensemble, hein, parce que ce n'est pas une idée comme ça qui peut s'organiser simplement, mais de réfléchir ensemble le 1er juillet. Ce qui dépend de nous, comme disait le philosophe. Ce qui dépend de nous. Chacun. Oui, il dépend de chacun de lutter contre le Front National. Et cette lutte n'est pas perdue d'avance. Mais ça nécessite de rompre avec tous les moyens de lutte auparavant qui ont échoué, absolument, totalement, pour de fortes raisons sociales. Donc nous jetons cette proposition un peu partout à l'examen, en disant simplement que tout le monde est évidemment le bienvenu, que là-dessus, nous allons développer, oui, l'information beaucoup, et que cette idée s'affine dans la discussion. De multiples modalités sont possibles, qui dépendent aussi beaucoup des territoires. Mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas.